Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari en ce dimanche 3 octobre 2021, veille de la rentrée scolaire pour les cycles, pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Et c'est de cette rentrée que nous allons essentiellement parler dans cette édition de ce soir. Pour cela, nous serons accompagnés par le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, M. Issoufou Arzika. Monsieur le secrétaire général, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter l'invitation de la télévision Labari pour parler donc de cette rentrée scolaire de demain 4 octobre 2021 sur l'ensemble du territoire national. À la veille de cette rentrée, justement, le ministre en charge de l'éducation nationale, au nom de tous les autres ministères en charge de l'éducation de notre pays, a livré un message à l'ensemble des acteurs du système éducatif nigérien pour un système éducatif beaucoup plus performant. Je propose à cet effet de suivre un extrait du message livré par le ministre de l'Éducation nationale. Notre système éducatif connaîtra une profonde mutation au cours de cette année. Cela nous conduira, nous en sommes persuadés, à disposer à terme d'un système plus dynamique et mieux à même de délivrer une éducation de qualité aux élèves nigériens. Il n'est pas superflu de souligner que, dans le cadre des préparatifs de cette rentrée scolaire, le gouvernement a pris des dispositions idoines pour ravitailler les écoles, établissements et centres de formation en fourniture et matériel pédagogique nécessaires. Des dispositions sont également prises pour payer les salaires et les pécules de contractuels à terme échu, afin de permettre à toutes les enseignantes et tous les enseignants et tous les encadreurs d'effectuer la rentrée avec sérénité. Placé sous le thème du développement du capital humain au service de la qualité de l'éducation, cette rentrée scolaire sera le déclic d'une transformation positive de notre école sous l'impulsion du président de la République, qui a mis au cœur de son programme la promotion d'une éducation de qualité en vue de transformer le capital humain, entamer la transition démographique et soutenir une croissance rapide, durable et inclusive. Je ne terminerai pas sans adresser nos remerciements aux partenaires techniques et financiers pour l'appui appréciable qu'ils ne cessent d'apporter à notre système éducatif. Sur ce, je souhaite, au nom de tous les ministères en charge de l'éducation et de la formation, à toutes et à tous, une bonne rentrée et une bonne année scolaire 2021-2022. Voilà, c'était donc le ministre de l'Éducation nationale prononçant le message à l'occasion de cette rentrée scolaire pour le préscolaire, le primaire et le secondaire prévu demain 4 octobre sur l'ensemble du territoire national. Alors, monsieur le secrétaire général, vous venez de suivre et vous étiez déjà derrière à ce message livré par le ministre en charge de l'Éducation nationale à l'occasion de cette rentrée. Alors, avant peut-être de vous demander, vous en tant qu'acteur du système éducatif, acteur majeur, on va le dire, puisque c'est quand même vous les enseignants. Comment est-ce que vous entamez cette rentrée de demain? On a suivi dans le message du ministre quelques éléments assez importants. Il a notamment annoncé que cette année scolaire verra une mutation profonde de l'ensemble du système pour le rendre plus dynamique. Vous, en tant qu'acteur, alors comment vous réagissez? Comment vous percevez cette mutation profonde? De quoi est-ce qu'il s'agit véritablement? Qu'est-ce que le ministre voulait dire par là? Merci beaucoup vraiment pour votre invitation. Les mutations profondes avaient déjà été annoncées par le président de la République. Et il a annoncé, de les faire de manière participative avec les partenaires sociaux. Donc l'annonce du ministre fait suite effectivement à cette volonté au plus haut niveau de faire de l'école une priorité. Les mutations profondes, ce que nous savons déjà, c'est qu'à travers les 4 axes déclinés par le président de la République, il s'agira au fait de donner beaucoup d'importance au niveau du capital humain que sont les enseignants, et aussi de créer les conditions d'un travail, les conditions idoines d'un travail réussi qui sera même quand même d'amener une certaine qualité à l'école. Maintenant, ce qui concerne le contenu à l'heure actuelle, nous pouvons vous le dire parce que les comités qui seront mis en place, y compris le cadre de concertation qui a été prévu pour échanger, n'a pas été encore installé. Certainement, dans le cadre de
de cet espace d'échange entre tous les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement. Certainement, ce cadre permettra d'en savoir davantage sur le contenu des réformes. Mais d'ores et déjà, vous savez qu'on avait apprécié quand même cette annonce. Ok. Mais justement, et vous l'avez évoqué, le ministre aussi, dans le message, a indiqué que le thème de cette rentrée, c'est justement le développement du capital humain. C'est vous que cela concerne principalement. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que par le passé, ça ne se faisait pas mettre justement les acteurs principaux, qui sont les enseignants, au devant de la chose? Ça vous rassure? Ça nous rassure, ça crée un espoir quand même. Okay. Et je crois que c'est déjà un pas quand à un certain moment, les enseignants et leurs structures représentatives étaient considérés comme des moins qui rien. Il faut le dire, pendant 3 ans, les autorités n'ont pas daigné appeler un seul enseignant pour négocier avec. Je crois que c'est scandaleux pour le dialogue social, c'est scandaleux. C'est un parjure même pour toute république qui se veut quand même respectueuse des droits humains, que pendant 3 ans, en tout cas, le gouvernement n'ait daigné appeler les enseignants à échanger. Aujourd'hui, que le premier responsable le fasse, et qu'à sa suite, les ministres, même si en tout cas nous grinçons des dents par rapport au mutisme du ministre depuis qu'il a été installé, la première rencontre n'a pas eu de suite, et puis il y a des choses qui se sont produites, notamment le report du BPC, le report de la rentrée, et l'annonce sur les imitations profondes dont nous avons en tout cas eu les prémices hier. Je pense qu'il va falloir qu'à la suite du président de la République, que le ministre s'engage à faire ce qu'il a annoncé et qui a été quand même embrassé par l'ensemble des acteurs divers du secteur et de l'opinion d'ailleurs, et qu'à la suite des ministres, les directeurs généraux, les directeurs centraux, les agents, jusqu'au niveau de concentrés, qu'on se dise qu'on est dans une logique, il ne faut pas que la chaîne se rompe à partir d'un moment. C'est cela que nous attendons, et nous attendons aussi d'être mis vraiment pleinement dans les réflexions, pas dans la mise en œuvre, mais dans les réflexions pour que nous puissions quand même apporter du nôtre en tant qu'homme du terrain. Et le capital humain, effectivement, c'est nous. Même si hier, le discours du ministre a passé à côté du thème, parce que le capital humain au service il n'allait pas loin. C'est l'enseignant. C'est vrai, à la gouvernance, au niveau politique et au niveau technique, mais c'est principalement nous. Ok. Alors, justement, est-ce que c'est peut-être cela aussi qui explique que, parce que comme on a l'habitude les années antérieures, qu'aucun syndicat, par exemple, n'est appelé au boycott de la rentrée? Non, aucun syndicat ne l'a fait. Bon, je crois que, vous savez, il y a une certaine logique. Le syndicalisme a sa logique aussi. C'est vrai, souvent les acteurs ne la respectent pas, mais il y a une logique syndicale que quand vous commencez une chose, en fonction des événements et de ce que le train commande, qu'il soit prévisible, que votre attitude soit telle et non telle autre. Mais malheureusement, souvent, on saute du coq à l'âne quand on est dans la syndicale. Je crois que nous avons dit beaucoup de choses avant que cette ère-là ne connaisse une certaine réalité. Cette ère d'annonce de dialogue participatif et franc et fructueux avec les autorités. Avant, c'était pas ça. On peut comprendre qu'il y ait beaucoup de remous dans le secteur. En dépit de tout ça, en dépit de tous nos problèmes, en dépit de toutes nos douleurs, en tout cas de manière stoïque, on a donné la chance à l'école, malheureusement. 3 ans à 4 ans d'absence de dialogue, mais aussi de stabilité. C'est inédit quand même dans une lutte syndicale. Mais les autorités n'ont pas pu faire élever les indicateurs. C'est un échec cuisant, c'est un échec total. Maintenant, puisqu'il y a une annonce et que les autorités sont en train de dire ce que nous disions, c'est une logique syndicale qu'on se dise, mais écoutez, puisqu'ils sont en train de dire ce qu'ils sont d'accord avec ce que nous disons, mais quand même, le bon sens voudra qu'on dise oui, ok, nous sommes d'accord avec vous. On va aller en attendant de voir ce que la mise en œuvre va donner. N'empêche qu'il y a des revendications. On a vu la déclaration récente de la dynamique des syndicats du secteur. Il y a toujours la question du recrutement des enseignants à la fonction publique, le paiement à terme des PQ, les promotions, les rappels salaires. Tout cela, vous mettez de côté pour pouvoir accompagner la dynamique? Non, on ne les met pas de côté. Ils sont là, ils font partie justement du dialogue participatif, du dialogue franc. Ils font partie. En réalité, le changement des autorités n'a pas changé nos conditions de vie pour le moment. Mais on a l'espoir, c'est pourquoi je dis, on a l'espoir que quand même ça va aller. Mais sinon, nos problèmes sont toujours là, ils sont intacts. Nous allons espérer qu'avec la rentrée, avec l'installation d'un comité interministériel de négociation, c'est déjà un pas. Et nous allons aller vers la résolution des problèmes qui peuvent l'être maintenant, qui peuvent l'être à court et ceux qui peuvent l'être à long terme. Ok. Le message du ministre, de toute façon, c'est un message politique. Il a parlé de la préparation, disons des préparatifs, que les fournitures et les matériels ont été mis à la disposition. Mais vous, en tant qu'acteur, sur cet aspect, quand même, où est-ce qu'on en est véritablement, on va dire, à quelques heures de cette rentrée? Est-ce que les infrastructures, est-ce que les fournitures, tout est en place? Selon ce que vous remonte, bien sûr,
de vos... Nous n'avons pas été associés au partage d'informations par rapport aux préparatifs de cette rentrée. Nous avons participé à la commission d'affectation. Nous avions bien applaudi, on a travaillé ensemble, on a fait ça parce que ça fait partie aussi de la première activité de préparation et d'une rentrée réussie. C'est bien, ça a été fait. Et à la suite du niveau national, les régions sont en train aussi de s'exécuter par rapport au placement des enseignants en fonction de la nécessité du service. Mais pour ce qui est de l'information sur les préparatifs, les informations pratiques sur les préparatifs de la rentrée, nous n'avons pas. Et sur certaines localités, les fournitures sont en train d'arriver, mais pour beaucoup d'autres, c'est comme d'habitude. Et il va falloir attendre encore un bout de temps pour que le Niger est vaste et les moyens logistiques manquent, et pour que les fournitures puissent. C'est pourquoi il va falloir s'y prendre à attendre. Pour ce qui est de nous enseignants, c'est que c'est un devoir. On n'a pas assez préparé, c'est que c'est un devoir lorsque le gouvernement décrète que c'est la rentrée demain ou sur le lendemain. Il faut y aller avec les moyens qu'on a, même s'il n'a pas créé les conditions pour que les enseignants mutés puissent se retrouver, ils vont préfinancer leur déplacement. Malheureusement, et c'est à ce moment, il faut être quand même souple parce que vous n'avez pas mis les moyens pour les enseignants que vous avez déplacés. Il faut attendre aussi qu'il y ait un certain retard. C'est peut-être tout ce qu'on peut dire. Justement, alors on va suivre justement ce reportage sur l'achat des fournitures. Le gouvernement prévoit de mettre des fournitures à la disposition des enfants. Malgré cela, les parents d'élèves s'adonnent justement à travers les différents marchés et ils se lancent dans la recherche des fournitures scolaires. C'est un reportage de Nafissatou Yahya et Sadou Doumi que nous allons suivre avant de revenir sur ce plateau. À seulement quelques jours de la rentrée scolaire 2021-2022, ils sont nombreux les parents d'élèves à se rendre au marché. Ainsi, de l'uniforme aux cahiers et livres jusqu'à la craie, ces derniers prennent de leur temps et de leurs revenus pour offrir à leurs enfants tout le nécessaire. Je suis venue chercher les cahiers et puis comme il y a la rentrée, c'est important pour chercher l'avenir pour les enfants. Car si toi tu es vivante, tu as la chance, tu es vivante, tu dois soutenir ton enfant pour son avenir. Comme nous les autres, on n'a pas pu avoir la chance pour nos parents qui étaient partis vite pour nous laisser. Et nous qui sommes vivants maintenant, on ne laissera pas faire nos enfants, on va les soutenir jusqu'à... Ils vont être quelque chose pour nous demain. Oui, les choses sont un peu chères, mais avec le problème de maladie de corona là, tout est cher, mais on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais quand même, les choses sont augmentées. Mais pour les commerçants aussi, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. Occasion pour les revendeurs de se frotter les mains. On est à l'école sac de l'école Téni. Je vends des sacs et les uniformes pour école. Les parents viennent acheter. Le prix des uniformes n'a pas changé. Je vends le pantalon à 1500 francs CFA et la chemise à 1500 francs CFA aussi. J'appelle les parents à venir acheter ces fournitures un peu tôt. Une fois ces fournitures acquises, les scolaires n'attendent plus que la rentrée pour reprendre le chemin de l'école. Voilà, donc, monsieur le secrétaire général, on a suivi ce reportage sur l'achat des fournitures par les parents. Pourtant, l'État met à la disposition des enfants. Est-ce que ça ne pose pas la question de la gouvernance? Parce qu'on le voit chaque année de toute façon, le gouvernement annonce que des fournitures et les matériels pour les élèves et pour les enseignants aussi est mis à la disposition. Mais on sait qu'aussi les enseignants achètent aussi beaucoup de choses qui rentrent dans le cadre de la formation. Absolument. Bon, vous savez, la nouveauté cette année, quand il y a eu un kit transversal et qui couvre en tout cas les primaires et les secondaires, alors qu'à un certain moment, il n'y a que les secondaires qui donnent un kit et qui prépare les parents à savoir ce qu'ils doivent acheter. Mais bon, pour les primaires, c'est dérisoire, c'est 2 cahiers par élève. Pour toute une année. Pour toute l'année. Bon, les parents sont habitués à aller acheter. Vous savez, c'est un prétexte que les gouvernants ont pris sur la base de la loi d'orientation du système éducatif de la Lausanne, et sur son article au sujet du partage des coûts, qui a fait que le gouvernement a fait de ça un prétexte pour se désengager sur beaucoup d'aspects et surchargeant du coup les parents déjà démunis qui arrivent à peine
peinent à nourrir leurs enfants et à aller acheter des fournitures. Mais qu'est-ce qu'on peut si, lorsque l'État démissionne, les parents essaient de les remplacer là où ils le peuvent. Là où ils ne peuvent pas, on ne peut que constater les dégâts. Donc les parents vont continuer à acheter les fournitures jusqu'à ce qu'un autre jour, peut-être l'État décide de les acheter carrément. Parce qu'on copie certains pays où on se dit, bon, là-bas déjà l'État ne donne absolument rien. C'est les parents qui achètent tout, c'est les parents qui paient même un certain nombre de frais qui sont destinés, qui étaient en fait l'apanage de l'État. Vous voyez, dans les pays de la sous-région à côté, la Côte d'Ivoire a carrément aboli ces cotisations-là intempestives auprès des élèves. Vous avez entendu notre ministre aussi annoncer, c'est bon, les bonnes copies, c'est bon, mais ce n'est pas toujours au fait réaliste. Il va falloir alors, pour les fonds, et que le COGES ne pourra plus avoir pour l'entretien des bâtiments, que l'État puisse quand même pallier ce manque, ce petit manque-là que cela va créer. C'est une mesure salutaire parce que les parents sont démunis, on ne peut pas continuer à leur demander de l'argent. Les enseignants achètent la craie. Écoutez, tant que l'État n'amène pas beaucoup, l'enseignant est obligé, souvent quand un enfant n'a pas de craie, que lui-même l'achète. Lorsqu'il vient à la direction et qu'il n'y a pas de craie, que lui-même il l'achète. Qu'il achète la règle, le rapporteur, qu'il achète tout ce qu'il y a pour qu'il puisse faire son activité. Souvent jusqu'au manuel pour qu'il puisse faire, même les manuels de préparation, souvent l'enseignant est obligé d'aller les acheter. Bon, écoutez, c'est là, c'est pas de soi. Quand au secondaire aujourd'hui, nous n'avons pas des manuels propres à nous. Ça c'est un autre débat, c'est vrai, mais c'est pour dire qu'on a eu tout le temps de se préparer pour qu'on dise aujourd'hui qu'il y a des manuels propres au Niger au niveau du secondaire. Et lorsqu'il y a à modifier le programme, on le fait comment? On part, on fait des sélections dans un manuel venu d'ailleurs pour dire bon, on fait ça, on ne fait pas ça. Non, je crois que quand c'est notre propre manuel, on peut se donner le temps pour la qualité de l'éducation en fonction des besoins, dire que oui, ce manuel est modifié. Comme on l'a fait au niveau du primaire, parce que nous avons là-bas nos propres manuels. Donc les enseignants vont se préparer, ils vont y aller avec ce qu'il y a en attendant de voir comment est-ce que, en tout cas, ces réformes profondes vont impacter principalement, non seulement sur la qualité de l'éducation, mais sur l'acteur principal, ce capital humain-là, qui a fait l'objet du thème de cette rentrée. Nous allons voir ce qu'on va nous réserver. D'ores et déjà, ce que nous avons présenté dans notre document portant sur les préoccupations et orientations et par rapport au secteur de l'éducation, nous allons voir ce qui va être fait, ce qui va être implémenté, ce qui est faisable tout de suite, ce qui est faisable à long terme, pour se dire que, ah oui, ce qui a été annoncé est une vérité. Et nous avons la conviction que s'il est bien fait, et que les enseignants aussi sont mis dans les bonnes conditions et qu'eux-mêmes s'y mettent pour la qualité, il y aura de la qualité. Et le déclic transformationnel, alors du coup, dont le ministre a parlé. Alors, on va suivre un autre reportage, toujours en lien avec cette rentrée, les préparatifs de cette rentrée. C'est au niveau de l'arrondissement communal Niamey 1, où ce matin, en collaboration avec des jeunes de la dite entité, une opération de salubrité publique a été organisée dans l'enceinte d'une des écoles de cette entité administrative, à savoir l'école Entente. Le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Adamou Soumana. Rendre salubre ce cadre d'apprentissage scolaire en cette veille de la reprise des classes, c'est l'objectif que s'est assigné la municipalité Niamey 1 à travers la présente opération. Une opération qui se veut avant tout pédagogique pour le premier responsable de l'arrondissement communal Niamey 1. Vous savez, l'école Entente là, c'est l'école qui avait abrité les sinistrés. Donc, à cause de ça, les jeunes du quartier ont décidé d'amener une salubrité dans une des écoles. J'ai dit, bon, vraiment, il serait bon que ça soit l'école Entente. Donc, vraiment, je suis très fier de ce qu'ils ont décidé de faire, de venir aider et à rendre la cour de l'école très propre. Vraiment, vous savez, un endroit bien propre, vraiment déjà c'est la santé. Et nous voulons montrer aux petits-enfants de très bons exemples. Il faut vraiment que la ville de Niamey, ou du moins les écoles soient propres, et la commune propre, et l'ensemble de la ville deviendra alors propre. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons essayé de booster les jeunes gens à venir vraiment faire cette salubrité. Les jeunes du quartier Antala de Dessex ont tenu à répondre favorablement à cette initiative qu'ils trouvent noble. On a répondu à l'appel du maire du premier arrondissement. Bon, vous savez, c'est ici que les sinistrés étaient restés. Donc comme la rentrée c'est demain, donc il a fait appel à nous pour venir vraiment rendre l'endroit propre pour que les enfants puissent rentrer, faire une bonne rentrée demain, Inch'Allah. Il n'y a que des jeunes ici. Ils ont vraiment répondu et on les remercie vraiment pour l'appel.
Une initiative de la municipalité Niamey 1 appuyée par les jeunes qui doivent faire école afin de préserver l'environnement scolaire pour une meilleure condition d'apprentissage. Voilà, monsieur le secrétaire général, donc des initiatives pour accompagner les autorités pour la réussite de cette rentrée et on va dire un meilleur système éducatif de façon générale. Elles sont à saluer et c'est des initiatives quand même qu'il faut encourager puisque effectivement il faut aussi quelque part le reconnaître, l'État à lui seul ne peut pas tout. Absolument. La participation des parents à la vie scolaire est une thématique qu'il faut mettre aussi au centre de ces dialogues parce que lorsque les parents envoient les élèves à l'école, souvent ne les suivent pas. Donc lorsque nous voyons que déjà les jeunes, y compris quelques adultes, s'empressent d'aller apporter leur contribution à la bonne marche ou à l'amélioration des conditions, quand même le cadre au moins de travail des enseignants et de leurs enfants, je pense que c'est à saluer. Et les ONG, l'association des parents d'élèves, doit quand même se mettre en posture de mobiliser tous ses membres pour que quelque part la participation à la vie de l'école puisse être une réalité. Ok. Alors, un mot avant de refermer de vous remercier, un mot sur cette nouvelle, ce nouveau mouvement que les syndicats du secteur de l'éducation ont mis en place et la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation. On a vu que désormais, presque tous les syndicats essaient de regarder dans la même direction pour une lutte, on va dire, efficace. Qu'est-ce qui a motivé cela? Puisqu'on sait que dans un passé récent, vous étiez, on va dire, divisés, vous, les syndicats du secteur de l'éducation. Absolument divisés. On était divisés, malheureusement pour les enseignants. C'était pas bien. Ce n'était bien que pour ceux qui ne voulaient pas d'unité. Mais c'était très mal et c'est très malheureux pour les enseignants. Je crois que c'est parce que même cette division a eu lieu quelque part. Le gouvernement à l'époque, il a méprisé les enseignants parce qu'il sait que c'était divisé. Bon, chacun partait de son accusation envers l'autre, mais en réalité, vous savez, dans un sac de grains, il y en a toujours des mauvaises, des très mauvaises, et qui souvent peuvent gâter tous les grains. Malheureusement, dans le secteur, on n'échappe pas à cette règle. Ils sont là, ils ne sont pas encore partis. Ces mêmes grains sont là. Il se peut que même maintenant, puisque vous voyez, à un certain moment, nous avons décidé que tous ensemble, dès lors où dès que le président a fait son discours, les syndicats ont dit « Ah, ça, c'est ce que nous disions. Pourquoi ne pas aller ensemble? Pourquoi ne pas le faire ?» Et tout de suite, on s'est mis ensemble, on a commencé à appeler tout le monde. Au début, tout le monde était là, c'était pour la dynamique, mais les démons ont encore surgi. Nous sommes aujourd'hui à 3 regroupements. Et ce n'est pas fini. Et c'est malheureux, c'est à déplorer. Donc on pouvait tous se retrouver ensemble pour voir comment, au fait, amener les enseignants, amener le gouvernement à créer les conditions idoines de travail des enseignants. Vous voyez, les enseignants attendent d'être recrutés. Si le gouvernement a pu résister pendant 7 ans à ne pas recruter un seul contractuel à la fonction publique, je suis sûr que si les syndicats étaient unis et avaient toute la puissance qui peut exister syndicalement au Niger, moi je suis sûr que quel que soit ce gouvernement-là, fut-il celui d'exception, il aura réfléchi à notre puissance. Mais bon, des gens se sont retrouvés, les enseignants ont été... Tout s'est développé au détriment de ces enseignants, surtout contractuels, qui font aujourd'hui 80% de l'effectif et plus de 80% qui en réalité enseignent les élèves. Ceux qui enseignent les élèves, la majorité sont des contractuels. Je l'ai dit, on ne peut pas faire de la qualité avec de la main-d'œuvre à bas prix. Ça ne motive pas. La motivation fait partie de ce qui donne l'émulation et qui fait qu'on va au meilleur de soi pour être plus performant. Donc l'unité est venue parce qu'il faut dire clairement, parce que tout le monde a eu l'espoir que le gouvernement viennent de prendre une direction qui semble nous convenir. Mais bon, malheureusement, chemin faisant, un groupe s'est détaché pour créer un regroupement, un autre s'est détaché pour créer un regroupement. Mais il se trouve que la dynamique est la première et le premier regroupement aujourd'hui reconnu par le gouvernement. Parce que nous avons un arrêté qui crée un comité interministériel de négociation avec la dynamique. Et nous resterons jaloux de ces cadres. Nous resterons jaloux. Dans le cadre de concertation, tout le monde va venir. La responsabilité morale de ces cadres intermédiaires incombe aux responsables de la dynamique. Parce que c'est eux qui ont porté leur signature. C'est eux qui ont demandé la mise en œuvre, la mise en place de ce comité. On l'a mis. Si c'était un crime, nous serons seuls à la barre. Mais maintenant que c'était une bonne chose, le jour où on nous a appelé pour la prise de contact, tout le monde était là. Nous avons eu à mettre les points sur les i. Si vous voulez négocier, parce que la négociation c'est différent du dialogue en ce qui concerne les réflexions. Dans les réflexions, tout le monde peut être là. Mais la négociation collective, elle a son principe. C'est de
partis constitués, reconnus les uns des autres, qui vont négocier. Quand il y a drame, chacune des parties va s'assumer. Mais quelqu'un ne peut pas engendrer un fait et que d'autres reviennent parce qu'il y a le côté positif. Parce que je suis sûr que ce que nous avons demandé, la mise en place de ce comité interministériel, si c'était une association de malfaiteurs et qu'on était appelé à la barre, les autres ne seront pas là. Bien Donc sûr. Il faut qu'on se comprenne. S'ils veulent qu'on négocie, il faudrait que tous les syndicats se rangent derrière une même interface, tous derrière une même interface. Et ce n'est pas trop tard, les portes sont ouvertes. Même s'il faut revoir ce qu'il faut revoir, moi je pense que tout le monde doit être là, si tel est qu'on est là pour les enseignants, pas pour profiter des opportunités parce que les portes de la présence sont ouvertes. Il faut le dire clairement. Chacun a dit non, il faut qu'il soit là devant le président, parler en son nom. Et c'est ça qui est malheureux, cette cupidité qui amène certains syndicalistes à aller vers des attitudes qui ne rendent pas service ni à l'école et qui ne rendent pas service encore aux enseignants. Il n'est pas trop tard. Trois regroupements à un moment où le gouvernement demande aux enseignants d'être ensemble pour les aider. Nous ne pouvons aider les enseignants qu'en étant ensemble. Et ce n'est pas trop tard qu'on revienne et qu'on donne une seule interface au gouvernement. Moi, je suis sûr que les choses vont aller vite. Okay. C'est peut-être votre mot de fin ou bien vous avez un appel à la... Le mot de fin, c'est que c'est au niveau du gouvernement. Et je crois que les intentions sont très bien étalées. Tout le monde est d'accord, on a conquis l'opinion, on a conquis même les plus sceptiques. Donc, il est important que ce qui avait été dit commence à être implémenté, si on veut convaincre. Vous savez, l'être humain est insatiable. À l'heure actuelle, je crois qu'on salive beaucoup. On a beaucoup salivé, donc il est important qu'on commence à jeter quelques morceaux dans la bouche. C'est ce que je vais dire. Et il faut qu'on commence par le recrutement. Nous avons notre schéma pour que l'État puisse absorber l'ensemble des contractuels. Il y a des schémas pour qu'il les fasse. Je suis convaincu qu'il peut les faire. Aujourd'hui, c'est l'intégralité des enseignants qui deviennent des salariés stables, sécurisés, motivés, fidélisés à l'éducation. Je suis convaincu que nous avons fait un grand pas vers la qualité. Okay. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du syndicat national des enseignants du Niger, Issoufou Arzika. Merci d'être passé pour parler de cette rentrée scolaire prévue demain 4 octobre sur l'ensemble du territoire national. Demain 4 octobre également est prévue une autre activité, notamment la conférence annuelle du barreau africain. En prélude à la tenue de cette conférence que le barreau du Niger a l'honneur d'abriter, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger était hier après-midi face à la presse pour faire le point des préparatifs de cette conférence annuelle du barreau africain. Je propose de suivre un extrait du point de presse animé par Maître Boubacar Oumarou, bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger. Le barreau du Niger est en pleine dans la préparation pour accueillir les avocats du monde entier pendant une semaine pour travailler sur un thème d'actualité et d'intérêt national qu'est la bonne gouvernance comme facteur d'atténuation des conflits en Afrique, rôle et contribution des barreaux. Cette conférence, c'est la première fois qu'elle se tient au Niger. C'est la première fois que tous les barreaux africains se sont donné rendez-vous au Niger. Et c'est un événement capital pour notre barreau, mais également pour notre pays. Parce que accueillir plusieurs centaines de convives pendant une semaine sur son territoire, c'est quand même une tâche ardue. Et c'est pour cette raison que nous demandons à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront de contact avec nos participants, que ce soit les hôteliers, les professionnels du tourisme, les transporteurs, que ceux-là puissent quand même manifester notre hospitalité légendaire et notre sens de l'accueil que tout le monde reconnaît au Niger. Donc je dois, avant de finir cette brève présentation, quand même remercier les uns et les autres qui se sont mouillés, comme on le dit, notamment les confrères, les consoeurs, les partenaires également qui sont tenus debout à nos côtés pour que cette conférence soit une réussite éclatante. Et enfin, nos autorités qui n'ont ménagé également aucun effort pour pouvoir nous accompagner tout au long de cette préparation pour que le jour J, nous soyons enfin prêts pour accueillir nos hôtes dans les meilleures conditions et que nos travaux se déroulent avec le maximum de succès.
Voilà, c'était Maître Boubacar Oumarou, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, à l'occasion de la tenue demain 4 octobre 2021 de la conférence annuelle des barreaux africains, ici même à Niamey. Cérémonie de remise de prix du concours de lecture du Coran et de Hadith organisée hier par la Makaranta Darul Kanta du quartier Antala de Niamey. À l'issue de ce concours, dans toutes les catégories, ce sont des élèves filles qui ont remporté les différents prix en présence de leurs parents, comme nous le rapportent Abdul Nasser Seydou et Hamza Sakou. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, a-t-on coutume de dire. Et c'est ce qu'ont compris ses parents, qui ont bien voulu envoyer leurs enfants à l'école coranique pour apprendre à lire et à écrire les versets coraniques. Bref, pour améliorer leur culture islamique. Cette cérémonie se veut donc une rencontre de remise de cadeaux aux lauréats du concours de la lecture du Coran et de Hadith, initié par la Makaranta Nurul Kairat. À la fin de chaque vacances, nous organisons un concours sur la culture islamique pour nos élèves. Et pour ce concours, 10 élèves ont été sélectionnés, parmi lesquels 5 filles sont gagnantes. Et c'est la remise de leur cadeau qui nous a réunis ce soir. Pour cette édition, tous les prix ont été remportés par les élèves filles qui manifestent leurs émotions. Je suis très heureuse pour ce concours qu'on a fait. J'invite mes amis de venir à Makaranta. Ina jin daɗi sosai domin dan na zaka troisième. Ina ce duk ɗan abokaina su zaka makaranta. L'école coranique Nurul Kairat invite les parents d'élèves à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants, non pas seulement à l'école traditionnelle, mais aussi à l'école coranique. Fin hier après-midi, au niveau de l'école primaire de Gawai, c'est dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, du tournoi de grandes vacances dénommé Bahaouché, organisé par des jeunes de cette entité administrative. La finale de ce tournoi a mis aux prises l'AS Massia à l'AS Approviseur, avec une forte participation des jeunes pour cette finale. Résumé de ce match avec nos reporters Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Elles étaient au départ 8 équipes réparties en 2 poules de 4 qui se sont inscrites pour cette première édition du tournoi de grandes vacances dénommé TGV Bahaouché de l'arrondissement communal Niamey 5. Après un mois de compétition, seuls l'AS Aporiver et l'AS Massia se sont qualifiés pour la grande finale. Nous remercions l'ensemble des coachs qui ont, par leur persévérance, su amener ces équipes-là à jouer dans le fair play. Nous les remercions pour leur effort. Nous remercions également l'ensemble des joueurs, justement pour leur fair play et pour leur esprit d'équipe. Nous rappelons ici que le tournoi n'a pas pour but, pour objectif, de voir qui est le gagnant et qui est le perdant. Ce tournoi a été organisé pour célébrer le foot tout simplement. Bahaouché, c'est un jeune du quartier qui a débuté ici même, dans ce quartier-là même, avec des jeunes joueurs comme lui, des jeunes talents à l'équipe des abeilles du Sahel. Donc il a eu un signe honneur-là de jouer avec des joueurs exceptionnels du quartier pour ensuite aller à une formation qui s'appelle SRD, puis à Zumonta, puis à la Nigélec. L'enjeu était de taille entre l'AS Massia et l'AS Aporiver qui a galvanisé le public. Et à la fin de la partie, c'est l'AS Aporiver qui a été sacré champion de cette première édition en remportant la victoire à l'issue de la séance des tirs au but. Notre joie est immense. C'est vraiment une fierté de remporter la première édition, surtout lorsque on reconnaît la valeur de l'auteur ou tout simplement l'organisateur qui est vraiment un bon gardien qui était un bon gardien après avoir chuté. Après, c'est vraiment un honneur de venir participer ou bien de venir répondre à son appel et de remporter sa première édition. Ils ont fait tout, c'est ce que Dieu a voulu. Et je profite aussi de dire bravo à l'équipe qui a remporté la coupe. Donc vraiment, je les encourage beaucoup et je donne vraiment toutes mes félicitations.
Dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. Cette première édition a été un succès. Et pour rendre l'utile à l'agréable, les organisateurs ont décerné des témoignages de satisfaction aux personnes qui ont contribué pour la réussite de ce tournoi. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la seconde édition. Un autre tournoi de grandes vacances qui a connu son épilogue hier samedi 2 octobre, c'est celui du quartier Dar es-Salam. Cette fois-ci, c'est dans le premier arrondissement communal de la ville de Niamey. Le TGV de ce quartier a donc pris fin hier avec l'affiche de la finale, l'AS Recasement face à l'AS Terminus. Je vous propose de suivre le résumé de cette rencontre avec nos reporters Chebou Guisso et Boubacar Ibrahim. Au terme d'une quarantaine de jours d'intenses confrontations, le tournoi des grandes vacances du quartier Dar es-Salam tire à sa fin avec à l'affiche AS Recasement en bleu contre AS Terminus en noir. Un match co-dominé par les deux équipes avec plusieurs occasions enregistrées de leur côté. Au bout des 90 minutes de jeu, le match s'est achevé sur un score de 0 but partout, les conduisant ainsi à la phase des tirs au but. Au bout de cette dernière, l'histoire a donné raison à l'AS Terminus qui se révèle ainsi le vainqueur du TGV, au grand plaisir du comité d'organisation qui s'est dit satisfait de la bonne organisation. Le bilan vraiment ne peut être que positif. Eu égard aux matchs qui se sont déroulés, on peut en tirer, on a un sentiment de devoir accompli parce qu'on est à la finale. Gérer 32 matchs, c'est pas facile. On a fait 32 matchs. Et on a fait plus d'un mois de compétition. Malgré, il y a eu des difficultés en cours de route, mais ça va, Dieu merci, on est à la finale. Dans son intervention, le parrain des TGV de ces quartiers salue le cachet particulier de cette 12e édition, tout en dressant des félicitations. Cette 12e édition nous a donné l'occasion de découvrir de jeunes talents. Cette 12e édition nous a donné l'occasion d'accueillir des équipes d'autres quartiers. La preuve, vous voyez bien que c'est une équipe du quartier Recasement, les Terminus qui sont en finale. Donc c'est dire que l'optique du rassemblement, l'optique d'épanouissement général de la jeunesse donc, que nous avons mise en avant a vraiment produit les effets escomptés. L'occasion a également été saisie par le premier responsable de la commune d'exprimer sa satisfaction. Nous avons une pensée particulière à tous les organisateurs, particulièrement aux parrains de ce tournoi du TGV Dar es-Salam, l'honorable député Soumana Sanda, que nous remercions très sincèrement pour tous les efforts inlassables qu'il déploie et pour le bien-être de la jeunesse et de la population de Niamey en particulier. L'instant d'après s'était voulu plein d'émotions avec la remise des prix aux arbitres, aux meilleurs joueurs, à la 3e place qui s'en sort avec une somme de 50 000 francs. Le 10e avec 20 médailles d'argent, une coupe et la somme de 100 000 francs CFA. Tandis que le champion du titre s'en sort avec 20 médailles d'or, une coupe et une somme de 200 000 francs CFA. Marquant ainsi la fin de la 12e édition du TGV du quartier Dar es-Salam. Voilà, c'est également la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.